Le président de la République a reçu aujourd'hui le vice-premier ministre du Cap-Vert, Christine Fontes Lima, est allée présenter au chef de l'État la candidature de son pays à la présidence de la Banque africaine de développement. Des avancées notables enregistrées dans les recherches pour lutter contre le virus Ebola. L'OMS annonce le démarrage fin janvier de tests cliniques avec 2 potentiels vaccins. Le Libéria, pays le plus touché par le virus, teste depuis le 2 janvier un traitement. Dans l'actualité également, l'hommage rendu ce mardi à la préfecture de police de Paris aux 3 policiers tués la semaine dernière par les auteurs des récents attentats en France. Les défunts policiers ont été faits à titre posthume chevalier et de la Légion d'honneur par le président Hollande. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu hier le nouvel expert indépendant de l'ONU en Côte d'Ivoire en charge des questions de droits de l'homme, Mohamed Hayat. Il a été question notamment entre les 2 hommes de la situation des droits de l'homme dans le pays. Jérôme Kofi Abolin. Mohamed Hayat est le nouvel expert indépendant sur le renforcement des capacités des droits de l'homme. Avec le président de la République, Alassane Ouattara, il a échangé pendant environ 30 minutes ce lundi. L'hôte du chef de l'État, venu l'informer de sa mission interivoirienne, a dit avoir saisi l'occasion pour évoquer avec lui la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je suis au début de ma mission. Je viens surtout pour écouter. Donc, dans un premier temps, on doit d'abord essayer de rencontrer les partenaires les plus importants et notamment, bien sûr, au plus haut niveau de la Côte d'Ivoire. On a parlé de la situation des droits de l'homme dans votre pays et surtout du processus dans lequel je m'inscris pour essayer d'aider le pays à améliorer davantage le respect et la protection des droits de l'homme. Le nouvel expert indépendant sur le renforcement des capacités en matière des droits de l'homme de nationalité marocaine est en Côte d'Ivoire pour sa première mission officielle entre le 12 et le 21 janvier 2015. Nommé le 6 novembre dernier, il remplace le Sénégalais Doudou Diène, qui lui a été expert indépendant de l'ONU sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire de 2011 à 2014. Et je vous le disais en titre, le vice-premier ministre du Cap-Vert a été également reçu par le chef de l'État. Christine Fontes Lima est allée présenter au président Alassane Ouattara la candidature de son pays à la présidence de la Banque africaine de développement. On retrouve Jérôme Kofi Abolin pour en parler. C'est une délégation conduite par Mara Fontes Lima, vice-premier ministre de Cap-Vert, qui a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. En tant que chef de délégation, Christina Fontes Lima a dit être venue présenter au chef de l'État la candidature pour la présidence de la BAD de son ministre des Finances en la personne de Christina Duarte. J'ai l'honneur d'apporter et de remettre au président Ouattara un message de son Excellence, le président de la République du Cap-Vert, M. Georges Fonseca, justement pour présenter au poste de président de la BAD, Madame Christina Duarte. C'est la ministre des Finances du Cap-Vert depuis une dizaine d'années. Et si on a des succès ou des résultats, on dépose un bilan intéressant pour ce qui est du développement au Cap-Vert, c'est dû aussi à elle. Alors on pense qu'on a ici une bonne candidate, mais comme vous savez, il faut quand même venir écouter les présidents, les demander leur appui. Ici, c'est ça qu'on est venu faire. Madame la ministre Christina Duarte a pu quand même présenter les axes de son programme de candidature et on a été encouragé par le président qui pense qu'on doit effectivement travailler pour, au niveau de la CEDEAO, avoir une candidature. Il passe divisé, on est d'accord là-dessus et on attend qu'on a un bon candidat et que la meilleure candidate soit notre candidate. Pour Mara Christina Fontes Lima, tout le monde gagnerait à soutenir sa candidate au regard de l'expérience acquise, notamment dans le domaine des finances.
L'Union européenne veut aider la Côte d'Ivoire dans le renforcement de ses capacités en énergie, notamment en électricité. Le sujet a donc suscité une rencontre entre le représentant de l'Union européenne et le ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie, Francis Boafoyete. Avec une puissance installée de 1832 MW en 2014, la Côte d'Ivoire veut passer à 2000 MW en 2015, puis 4000 MW en 2020. Objectif affiché, faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest dans 5 ans. À la rencontre qu'il a eue avec le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Toungara, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire s'est prononcé sur les capacités énergétiques du pays. L'énergie arrive aux consommateurs, elle est de bonne qualité. Ce qui est très important aussi, il faut vous en souvenir, non seulement pour chacun d'entre nous comme citoyens, mais également pour les entreprises et pour l'attractivité de l'investissement en Côte d'Ivoire. C'est très très important. Et il y a des hommes et des femmes qui sont capables de faire marcher ce secteur. La Côte d'Ivoire a tout à fait les capacités de réaliser cet objectif et ces investissements qui feraient d'elle le hub, le centre donc névralgique des capacités de stockage et de distribution en matière énergétique et notamment en matière de produits pétroliers. C'est une question de moyens. Sur la question, l'Union européenne va financer le programme national d'électricité à environ 85 milliards de francs CFA, a indiqué Jean-François Valette. Il s'agit pour l'État d'améliorer la production et la distribution d'énergie et de faire en sorte que les démunis aient accès à l'énergie. À partir de juin 2015, les localités ayant au moins 500 habitants seront électrifiées selon le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Toungara. À Beauville, la capitale de l'Anébi, Tiassa abrite les travaux du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, des travaux qui vont permettre, entre autres, d'élaborer une boussole en vue d'une orientation efficace de l'action publique. À l'occasion, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Planification et du Développement, a engagé les experts à mener une étude sans complaisance. Lassine Bakayoko, Francis Boifo pour le commentaire. Comment créer les conditions d'un meilleur développement de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2040? C'est à cette question que les experts nationaux en matière de prospective ou de planification tentent de répondre. Il s'agit pour les participants à cet atelier d'identifier l'ensemble des stratégies qui permettront de finaliser l'étude globale de développement. Le président de la République a placé au cœur de la stratégie nationale de développement le retour à la planification stratégique. L'achèvement de l'étude nationale prospective 2040 est devenu pour le gouvernement une priorité. Au nombre des préoccupations majeures du gouvernement, la nécessité d'avoir des explications additionnelles sur le positionnement de la Côte d'Ivoire par rapport aux institutions de financement et aux multinationales. Les experts sont sous pression. Ils ont obligation de rendre au plus vite les conclusions de leurs travaux. Après donc l'élaboration des stratégies, il va s'agir de rédiger le rapport final. Or, le rapport final, ça va nous prendre peut-être 3 semaines. On ne pourra pas le remettre fin février, mais courant mars, on devrait pouvoir donner le rapport final. Le prochain programme national de développement PND 2016-2020 aura pour boussole cette étude. Et on reste avec le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, qui, à travers sa direction de la programmation des investissements publics, a procédé ce mardi au lancement du processus de programmation des investissements publics, PIP. Objectif, former et informer les différents acteurs sur les étapes du processus d'élaboration du PIP pour la période 2016-2018. En vue d'optimiser l'action de l'État face aux besoins de plus en plus croissants des populations, le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, a procédé au lancement du processus de programmation des investissements publics PIP pour la période 2016-2018. La cérémonie qui réunit les acteurs clés de ce processus vise à leur présenter les outils d'élaboration des projets d'investissement public, mais aussi
à les former sur les étapes du processus d'élaboration. Outil d'opérationnalisation du Programme national de développement PND, le PIP devrait contribuer à atteindre les objectifs de développement. Les réussites du PIP sont essentiellement de traduire le plan national de développement en projets et programmes qui aboutissent au mieux-être de nos populations, mais également de procéder à donner une clarté aux investissements dans les secteurs et également au niveau local. Pour être pris en compte dans le processus du PIP, les projets devront avoir leur source dans le PND. Ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est l'identification des projets qui prennent leur source dans le plan national de développement qui est le document de référence qui permet la programmation du développement. Lancé ce 13 janvier, le processus de programmation des investissements publics sera bouclé le 15 mars 2015. Et on parle économie toujours. Une centaine d'entreprises réunies ce mardi par le cabinet Deloitte. Il s'agissait de leur expliquer les mesures de soutien prises donc par le gouvernement dans l'annexe fiscale 2015, allègement de charges fiscales des opérateurs et véhicules, gel de nouvelles taxes, entre autres. En somme, une opération pour montrer aux contribuables les efforts consentis par l'État. Exonérations diverses, blocage de nouvelles impositions, modernisation des moyens de paiement. Ces mesures en faveur des entreprises ont besoin d'être vulgarisées. On a décidé d'organiser cette présentation à l'attention de l'ensemble des entreprises qui sont installées en Côte d'Ivoire. Ces exonérations à l'égard des opérateurs économiques vont permettre de desserrer le taux fiscal et favoriser l'amélioration de la compétitivité du secteur privé. Les exonérations concernent la taxe sur la valeur ajoutée TVA, les impôts sur les salaires, les retenues à la source et l'impôt foncier. Au niveau de la filière véhicule en proie ces dernières années à des pressions, l'État a consenti une réduction du taux de la taxe sur le caoutchouc granulé spécifié. Une autre innovation, c'est l'insertion d'outils technologiques dans le dispositif fiscal, avec notamment l'utilisation de la télédéclaration pour les paiements. Des mesures encourageantes, mais surtout une séance de sensibilisation appréciée par les entrepreneurs privés. C'était très important pour nous de savoir si les dispositions antérieures concernant notre secteur avaient été clarifiées. Et c'est le cas et on peut dire que nous sommes tout à fait satisfaits. Dans l'activité minière, nous ne sommes pas toujours parfaits dans des changements fiscaux. Donc pour nous, c'est hyper important d'être au parfum de ce qui arrive. L'annonce fiscale 2015, indexée au budget de l'État, est disponible au journal officiel depuis le 30 décembre 2014. Un reportage signé Lansine Bakayoko et Noël Nyagno. Vieux de 57 ans, l'ancien pont de Boisflé croule sous le poids de l'âge. Plus qu'un assemblage de fer rouillé, un véritable danger pour les usagers. Le nouveau pont, qui sera donc livré jeudi prochain, vient à point nommé. Mais avant, gros plan sur l'ancien ouvrage qui n'est plus que l'ombre de lui-même. On en parle avec Abou Sanogo. Ceci n'est plus un pont, même s'il y ressemble. Juste un assemblage de ferraille. Un tablier qui a visiblement souffert sous le poids de véhicules surchargés et autres types de camions. En plus, les barres de fer qui servent de protection le long de la passerelle sont en grande partie endommagées. Sa traversée constitue un réel danger pour les usagers. Elle se fait par une voie unique et donne la priorité aux véhicules qui font leur entrée dans la ville. Aucun dépassement entre deux véhicules n'est possible. L'ouvrage, qui a plus de 50 ans, a subi l'épreuve du temps et de l'usage. Ça a commencé à dégrader même actuellement, c'est cassé encore. Alors on a les 1000 problèmes, ça casse nos lampes, ressort tout ça là. Et si la voiture provient de Dalois, tu veux dire de garer pour attendre les autres. Et souvent quand vous forcez le passage, il y a des accidents graves. Si tu es bagarre sur ta tête là, tu viens là. Dis, gros camion vient, ça balance même. Et c'est pourquoi la construction d'un nouveau pont, plus moderne, est perçue comme une bouffée d'oxygène pour les populations de la Marawi. Nous-mêmes, on a eu des difficultés sur le pont. On a eu un camion qui a coincé une voiture au bon milieu du pont là-bas. Et le pont est bienvenu. Il y avait plein d'accidents, il y avait plein de morts. Les motos font accident sur le pont, ça ne nous arrange pas. S'il y a un nouveau pont, c'est bon. C'est un grand soulagement pour la population de Boisflé. En particulier nous les transporteurs. Vraiment, nous remercions le président de la République et le gouvernement. Avant qu'on prenait nos vivriers, souvent,
Les gros camions tombaient dans le pont. Aujourd'hui, nos produits vont circuler normalement. Le nouveau pont de Boisflé, dont les travaux ont duré 2 ans, sera inauguré ce 15 janvier par le président de la République, Alassane Ouattara. Retour à Abidjan qui abrite la 5e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social, organe de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il est question de permettre aux experts et aux membres de la société civile de mettre en place des mécanismes pouvant donc éviter les crises sociales dans les différents pays membres. Isayo Franck Kwadio. Comment éviter les crises sociales inhérentes au chômage et au sous-emploi des jeunesses africaines dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA? Cette préoccupation est au cœur de la tenue de la 5e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social qui va durer 3 jours. Cette rencontre vise l'implication effective de tous les acteurs non étatiques dans le processus d'intégration de l'UEMOA à l'examen et l'appréciation de toutes les questions susceptibles d'avoir un impact social dans l'Union en vue d'appuyer la consolidation du processus et des structures de dialogue social dans les pays membres. Je voudrais me permettre pour ma part, à la faveur de cette cérémonie, de rappeler à l'attention collective le rôle préventif que l'inclusion sociale et socio-professionnelle de nos jeunes jouera dans la stabilité de nos États. Asseoir l'administration du dialogue social sur les leviers de la prise en compte et du traitement précoce des attentes profondes de nos populations nous aidera à construire un environnement propice au développement et à la compétitivité de nos économies. Ernest Diagoun Afouda, président sortant du Conseil du travail et du dialogue social, situe les enjeux de cette rencontre. La particularité de cette 5e Assemblée générale à Abidjan, c'est que, c'est la première fois que l'Assemblée générale est délocalisée. Ce que nous attendons des travaux, c'est d'abord pouvoir mettre en place un nouveau bureau dynamique qui aille au-delà de ce que le bureau sortant que j'ai présidé ait pu faire. La Côte d'Ivoire, qui aborde cette 5e Assemblée générale, aura la lourde tâche d'assurer la présidence du Conseil pour une durée de 4 ans, ce après le Burkina Faso et le Bénin. La ministre de la Santé, Raymonde Goudou Kofi, était hier face à la presse. À l'ordre du jour de cette rencontre, le bilan des activités réalisées en 2014 par son département, bilan jugé positif en plusieurs points, notamment sur le renforcement du cadre institutionnel, la gestion du système de santé, également la lutte contre la maladie à virus Ebola. Raymonde Goudou Kofi qui n'a pas manqué de dresser les perspectives pour l'année 2015. Gabriel Zani. 2014 aura été pour le ministère de la Santé une année de réalisation des politiques sanitaires adoptées en 2013. 2013 ayant été déclarée année de la santé, à en croire le bilan des activités présentées par Raymonde Goudou Kofi. Ces actions réalisées vont du renforcement des capacités des agents de santé avec 30 gestionnaires formés à la bonne gouvernance, à la réhabilitation de 38 hôpitaux, en passant par l'adoption de la loi relative à la lutte contre le sida le 14 juillet dernier. 13 451 femmes enceintes infectées par le VIH ont reçu un traitement antirétroviral pour la PTME. Grâce donc aux campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation, le taux de prévalence nationale connaît un fléchissement. Et selon l'ONU-SIDA, le taux de prévalence est passé de 3,7 à 2,7 en 2014. Un bilan positif mais pas suffisant pour assurer une meilleure santé aux Ivoiriens, selon la ministre de la Santé. En 2015, elle annonce une année pleine d'innovation, un nouveau concept, Ma santé, ma vie. Ma santé, ma vie est un concept innovant que nous allons lancer. Et Passeport pour ma santé est un outil de prise de conscience de la population pour une prise en compte responsable de sa santé. 2015 est aussi l'année de l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle lancée le 30 décembre 2014. La CMU comporte un panier de soins, notamment les consultations d'urgence, les actes de petite chirurgie, l'accouchement par césarienne.
Sachez avant de continuer que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, procédera demain à une visite de l'hôpital Pierre Moscati de Yamoussoukro. Le chef de l'État qui présidera toujours à Yamoussoukro un conseil des ministres, le premier de l'année 2015 dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Des avancées notables enregistrées dans les recherches pour lutter donc contre le virus Ebola. L'OMS annonce le démarrage fin janvier de tests cliniques avec 2 potentiels vaccins. Le Libéria, pays le plus touché par le virus, teste depuis le 2 janvier dernier un traitement. Sylvie Touré pour en savoir davantage. Peut-être le début d'une solution définitive à la fièvre hémorragique Ebola. Le Libéria, le pays le plus touché par le virus, teste depuis le 2 janvier dernier un traitement expérimental contre le virus. Son nom, Brincidofovir ou BCV. Il est administré aux patients détectés positifs au virus. Les patients qui viennent à Elwa 3 sont contrôlés par nos collègues de MSF. On leur fait des tests sanguins et s'il apparaît qu'ils sont infectés par le virus d'Ebola, ils ont l'opportunité de participer à l'essai clinique. C'est entièrement sur une base volontaire. Déjà 10 jours que ce traitement est expérimenté au Libéria, mais trop tôt pour évaluer son efficacité. L'ONG espère qu'au moins 100 volontaires prendront part à ce nouveau traitement. De son côté, l'OMS a annoncé 2 vaccins potentiels qui devraient être administrés à des dizaines de milliers de personnes. Je suis sûre que nous sommes tous d'accord que l'année 2014 restera dans nos mémoires comme l'année où le virus Ebola a mis l'humanité au défi. Mais aujourd'hui, je suis contente de vous dire que je crois que l'année 2015 restera dans nos mémoires comme l'année où l'humanité a utilisé ses plus grands génies scientifiques pour contre-attaquer. Les premiers tests cliniques commenceront au Libéria en fin janvier et seront réalisés ensuite en février en Guinée et en Sierra Leone, a indiqué la directrice générale adjointe de l'OMS et responsable de la mobilisation contre Ebola auprès de l'organisation. Le ministre de l'Enseignement supérieur a visité hier les salles et laboratoires des travaux pratiques dédiés aux filières scientifiques, des salles et laboratoires entièrement équipés de matériel technologique de pointe. La visite a été suivie pour vous par Moussa Konaté. Des salles et laboratoires entièrement rénovés et équipés avec du matériel technologique de pointe pour les filières scientifiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visite les installations. Le constat que nous avons fait sur place, c'est que sur une centaine de salles, 60 salles sont déjà aux normes. La promesse faite par l'opérateur, c'est que d'ici la fin de la semaine, une vingtaine de salles viendront compléter donc la liste des salles qui sont aux normes. Et au plus tard, le 15 février, selon leur engagement, ils en auront fini de la normalisation des problèmes d'électricité dans les salles de TP. Des salles et laboratoires pour des travaux pratiques de qualité. Enseignants et responsables de l'université affirment leur satisfaction. On ne peut pas faire sortir un spécialiste de sciences de la terre, par exemple, ou des mines, sans faire de la pratique. Et donc, nous pensons que l'année 2015 sera vraiment l'année de la réalisation effective. D'autres travaux sont en cours et concernent le renforcement des installations Wi-Fi, l'interconnexion entre les amphithéâtres, des innovations pour une nouvelle vision de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Et avant de continuer, je vous fais lecture de ce communiqué émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les bacheliers 2014 ayant reçu les propositions d'orientation dans les filières de grandes écoles privées et qui ne se sont pas encore présentés sur la plateforme d'orientation www.orientation.étudiant.edu.ci pour choisir leur établissement d'accueil sont priés de le faire au plus tard le vendredi 16 janvier 2015. Passé ce délai, des établissements d'accueil leur seront attribués d'office. Je rappelle que l'opération est entièrement gratuite.
Présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État. À l'occasion, Mélec Théodore, président de l'Union démocratique et citoyenne, salue les efforts du gouvernement dans le cadre donc de la moralisation de la vie publique. Placide Niaoué, Alexis Ouedraogo. Les militants et militantes de l'Union démocratique et citoyenne, UDC, sont plus que jamais déterminés pour les prochaines échéances électorales. Cet engagement, ils l'ont exprimé face à leur leader, Mélec Théodore. Saisissant la perche de la présentation des vœux de Nouvel An, le président de l'UDC a dépeint l'action de l'opposition en Côte d'Ivoire. Jamais l'opposition ne s'est organisée pour examiner avec pertinence les leçons à tirer de la crise post-électorale, ainsi que la réponse appropriée en termes de cohésion nationale. Une mention toutefois a été faite au gouvernement pour ses efforts de moralisation de la vie publique. Je voudrais donc saisir cette occasion pour en remercier le chef de l'État pour sa grande sollicitude. Le gouvernement est en passe de réussir son pari économique. À ce titre, la création de la haute autorité à la bonne gouvernance, conduite par un magistrat reconnu de haute probité, constitue à nos yeux une initiative révélatrice d'une volonté d'assainissement et de moralisation de la vie publique. Fondée sur le triptyque Dieu, Nation, Citoyen, l'Union démocratique et citoyenne est un parti libéral attaché aux valeurs de la citoyenneté et de la démocratie. Une marche silencieuse organisée par le syndicat national des agents de la presse privée en Côte d'Ivoire en hommage aux victimes de l'attaque du journal satirique Charlie Hebdo. La cérémonie s'est déroulée ce mardi matin au plateau. C'était en présence de son Excellence Georges Serre, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. On retrouve Alexis Ouedraogo, cette fois avec Roger Happé. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Nous sommes tous Charlie. Au terme d'une semaine tragique, des milliers d'anonymes étrangers comme ivoiriens ont manifesté en signe de solidarité au peuple français. Sur initiative du syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire, une marche silencieuse a eu lieu ce mardi. Objectif, rendre hommage aux victimes. Le syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire, SYNAPSI, par ma voix, souhaite vous présenter à vous-même, aux collègues, amis et proches de toutes les victimes, à toute la presse française, ses sincères condoléances à l'occasion de cet acte crapuleux que rien ne saurait justifier. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire ne pourrait pas se mettre en marge d'un tel processus, d'un tel mouvement. Vous savez que tout ce qui concerne la liberté de la presse nous touche. Et donc nous sommes venus crier notre indignation aux côtés de SYNAPSI. L'ambassadeur de France se dit ému du soutien des responsables du SYNAPSI. Je voudrais vous remercier personnellement vous-même, remercier le SYNAPSI, mais aussi toutes les associations de journalistes qui se sont jointes à vous ce matin pour cet hommage aux victimes. Ce sont des journalistes qui sont tombés parce qu'ils étaient en train de faire leur métier d'informer. Le syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire, engagé pour la liberté d'expression et la protection des journalistes en Côte d'Ivoire, condamne les violences exercées contre les journalistes dans le monde entier. Dans l'actualité également, l'hommage rendu ce mardi à la préfecture de police de Paris aux 3 policiers tués la semaine dernière par les auteurs de récents attentats en France. Les défunts policiers ont été faits à titre posthume, chevaliers de la Légion d'honneur par le président Hollande. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.